Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine du dimanche. Ce soir nous avons Mitran Ilunga, alias Kamavinga comme on l'appelle dans Canal Presse, sur Canal King Télévision, il faut le dire. Il est premier porte-parole adjoint de l'ASBL Kabila Forever que gère messieurs Junior Petit. C'est avec lui qu'on va discuter de quelques points qui ont finalement émaillé la semaine. Il faut également dire que c'est un grand défenseur également de ses idéaux. Alors pour ça, je dis bonsoir Mitran, on t'appelle souvent Kamavinga, et pourquoi? Bien, merci Monsieur Sylvain, bonsoir, merci pour l'invitation. J'ai salué les présidents initiateurs de la défense du kabylisme authentique, les camarades Junior Petit. J'ai salué également tous les défenseurs du kabylisme authentique, ainsi que les peuples congolais qui ont l'opportunité de nous suivre à ces moments. On nous appelle Kamavinga parce que vous rappellerez que l'émission, une de vos émissions, bien sûr, Canal, dénommée Canal Presse, est aussi appelée Liga par les commentateurs. Bien sûr, il s'agit de la Liga. L'émission d'Indeko Zulu, alors voilà, Jules Boulembi. Puisqu'il s'agit de la Liga, donc c'est tout à fait normal que les différents participants puissent aussi avoir les noms des joueurs, vu la qualité de la défense que nous sommes en train de faire au jour au lendemain, vu la rationalité qui constitue la quintessence de nos idées, la raison pour laquelle les Ozoulous ainsi que les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre nous ont comment dirais-je, dénommé ainsi. Voilà, très bien. En passant au salut Jules Boulembi de Kozulu, futur député de la commune de Bandalunga, comme il sait bien le dire. Bon, bref, il est directeur des informations ici à Canal King Télévision. Bon, alors, on commence par le tout premier élément qui parle de lancement du 9e jeu de la francophonie. Il faut dire que le chef de l'État y a pris part avec plusieurs sociétaires politiques et administratives de la ville. Images, commentaires. L'instant est unique et le message bien clair. La République démocratique du Congo vient une fois de plus de prouver au monde qu'elle est dessus tout un pays fréquentable. Abriter cette 9e édition de Jeux de la francophonie, le Congolais en avait fait un défi à relever. Ce 28 juillet 2023, le peuple et son président sont venus célébrer leur victoire. Une victoire à la pensée pieuse aux victimes de la guerre injustement imposée au pays par certains de ses voisins. Dans un stade archi-comble et en présence d'un invité de marque, le président togolais Fornia Sigwe, la première ville francophone du monde a étalé toute son hospitalité pour accueillir avec des ovations frénétiques les différentes délégations venues participer à ces Jeux de Kinshasa. Du Gabon au Canada, en passant par le Liban, l'Arménie, le Sénégal, la France ou encore la Côte d'Ivoire, les athlètes ont fièrement défilé, brandissant leur drapeau. Au-delà de la langue française qu'ils ont en partage, ces jeunes enthousiasmés ont aussi la culture, les arts et les sports comme passion. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Du discours de son président, le Congolais a fait entendre sa voix, celle d'un peuple résilient et qui prend bien soin de ses valeurs. Aux côtés de la première dame de la République, la distinguée Denise Diakerou Tshisekedi, le chef de l'État a appelé ces jeunes athlètes à profiter sainement de ces instants avant de lancer officiellement les Jeux. Je déclare ainsi ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Ce mot du président Tshisekedi ont laissé place à un spectacle artistique que les Congolais n'avaient encore jamais vu. Danse, art dramatique, musique, sap et différentes représentations qui relatent l'histoire de la francophonie et de sa ville hôte ont composé un cocktail artistique haut en couleurs qui a fait trembler le mythique stade de Martyrs de la Pentecôte. Kinshasa sera le temps des Jeux la capitale de la francophonie. Impossible
n'est décidément plus un vocabulaire congolais, le président Tshisekedi et son peuple ont su le prouver. Voilà, c'était là donc, je veux dire, un moment de régal entre les différents peuples francophones, soit dans l'espace mondial. Il faut dire quand même que les arts et la culture ont été mêlés lors de cette inauguration par le chef de l'État. Alors, comment prenez-vous, par rapport à votre regard, tant que Kabila Forever, comment prenez-vous cette activité de la francophonie à Kinshasa? Bien, merci beaucoup encore, M. Sylvain, pour la parole. Je pense que je vais parler au nom et pour les comptes du peuple congolais, parce que la structure politique Kabila Forever égorge aussi des Congolais que nous sommes. Donc je suis en train de parler les kabylismes, mais tout en défendant aussi les intérêts du peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Vous et moi, on venait de suivre les images de M. Félix Tshisekedi au stade des Martyrs pour lancer l'ouverture et CG de la francophonie. Mais vous avez entendu quelque part là les peuples qui étaient présents en train de réclamer qu'il y ait, comment dirais-je, la baisse du dollar. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre la francophonie, on venait de recevoir les étrangers alors que les conditions, les situations de vie des Congolais ne sont pas améliorées. Et puis un autre constat que j'ai fait, toujours en me référant à cette vidéo, j'ai vu les petits-fils de M. Tshisekedi en coiffure style Lox. Alors que chez nous, par exemple, à Tchangou, précisément à Massina, je vois les militaires du jour au lendemain en train de traquer les petits messieurs, surtout ceux qui sont sportifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette coiffure Lox. Donc, c'est déjà une contradiction. Non, ça n'a rien à voir avec la francophonie. Oui. Nous sommes en train, vous venez tantôt de dire quelque chose de très important ici. Nous sommes en train de valoriser aussi la culture congolaise. Nous sommes en train de valoriser la culture africaine de manière générale, congolais de façon particulière. C'est tout à fait normal que je puisse faire allusion à ce que je venais de constater. Alors, pas plus tard que quelques jours passés ici, j'étais en train de faire les analyses au niveau de la maison. En ce que je sache, personne ne va me contredire que le secrétariat général de la francophonie, c'est entre le maire et les Rwandais. Mais actuellement, nous sommes en train de vivre les 9e jours de la francophonie. Maintenant, je me pose la question de savoir pourquoi les Rwandais ne sont-ils pas représentés. Et outre les Rwandais, il y a d'autres États qui ont refusé, par exemple le Canada, de venir faire quoi y prendre part. Donc c'est une façon de dire que nous sommes en train de vivre l'insécurité au sommet de l'État, la raison pour laquelle des pays qui sont du point de vue sécuritaire bien organisés n'ont pas voulu prendre part. Vous allez nous parler du jeu de la francophonie, mais ce n'est pas ça la question importante qu'on devrait se poser sur ce que le peuple devrait bénéficier, parce qu'il se pose une question de profitabilité. Actuellement, la plupart des localités du territoire national congolais sont sous l'occupation étrangère. Alors que dans cette organisation de la francophonie, il y a des États qui sont forts par rapport à la RDC. Je me pose maintenant la question de savoir qu'est-ce que ces États-là ont pensé faire pour pouvoir nous venir en aide avant, par exemple, de matérialiser cette idée du jeu de la francophonie. Donc, la République démocratique du Congo, sous la gestion de M. Félix Tshisekedi, à mon sens, au regard même de certaines lectures sur les plans des droits internationaux, c'est un État mis en écart. Donc, nous sommes en train de vouloir plaire au Seigneur, qui sont membres de cette organisation, alors que nous, qui avons cette possibilité, nous qui sommes en train de vivre ce jeu de la francophonie, nous sommes abandonnés à notre triste sort par ces États. Donc, mais finalement, Mitterrand, moi je crois que c'est juste un label de convivialité, il faut quand même le dire. Pourquoi ne pas avoir un regard plus souple par rapport à cette organisation? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de faire les analyses. Actuellement, nous vivons les jeux de la francophonie, mais combien de quartiers sont privés du courant électrique à Kinshasa? La seule raison que les responsables de la SNEL sont en train d'évoquer du jour au lendemain qu'on devrait délaisser d'autres lignes pour pouvoir favoriser les milliers dans lesquels les activités de la francophonie se dérouleront. Donc c'est une façon de dire que même nous, peuple congolais, nous ne sommes pas concernés. L'intérêt ici ou encore les avantages appartiennent à un seul individu ou encore à un groupe d'individus. Comment ça appartient à un seul individu ou à un groupe d'individus alors que c'est une fête nationale, quand même, il faut le dire. Une fête nationale, mais je vais vous faire une petite démonstration du point de vue sécuritaire. Nous avons des États qui sont forts par rapport à la République démocratique du Congo, qui sont membres de l'Organisation mondiale de la francophonie. Mais qu'est-ce que ces États ont fait pour pouvoir sauver nos compatriotes qui sont en train de mourir du jour au lendemain au niveau de l'Est du pays? Nous avons des problèmes ethnico-tribaux, des conflits ethnico-tribaux ici. Qu'est-ce que, par exemple, la France a fait pour pouvoir nous venir en aide? La raison pour laquelle j'ai ces droits-là, j'ai cette possibilité, même scientifiquement parlant, de dire que ces jeux-là ne profitent pas aux Congolais. Mais il faut parfois quand même, comme on dit, lier l'utile à l'agréable quand même. On n'est pas là simplement pour se suffoquer, il faut parfois se détendre également, c'est important.
ce qui est utile à l'agréable, c'est ce qui a des fondements. Lorsque quelque chose n'a pas de fondements qui sont probables, on ne peut pas dire que c'est utile à l'agréable. Voilà, c'était donc Kamavinga qui a réagi par rapport à cela, mais il faut également que nous prenions un élément important qui parle de la visite du chef de l'État, le tout dernier, je veux dire, la toute dernière visite du chef de l'État dans les sites des constructions, alors avant le lancement de ces jeux. Image de commentaire. Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. À seulement 6 jours de cette grand-messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une 4e et dernière visite du président de la République. Ici, au Stade des Martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Visiblement détendu et satisfait, le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haut en couleur, le Grand Podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. À ce stade, les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage. Cas de la gymnase jumelée avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball. En bon sportif et du haut de sa taille imposante, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket, une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des Martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du garant de la nation. Avant de quitter le stade des Martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venus l'encourager pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Voilà, donc il faut dire quand même que ce jeu de la francophonie est un festif pour le sportif et le culturel au regard des infrastructures imposantes que le chef de l'État a léguées à la jeunesse. Oui, et vous savez, on dit dans le langage que gouverner c'est prévoir, mais je suis abasourdi de voir ou de constater que M. Félix Tshisekedi, c'est au moment de l'exécution ou au moment de la mise en application de cette activité de la francophonie qu'il est en train de passer à l'inauguration ou encore, comment dirais-je, à la construction, de visiter si les chantiers ici, il faut bien parler, sont déjà arrivés à la fin. Donc c'est une manière de dire que Tshisekedi avec son régime n'a jamais voulu faire les choses à l'heure. Donc ils attendent seulement à la dernière minute de l'exécution de l'initiative pour pouvoir venir nous faire du théâtre. Mieux vaut tard que jamais quand même, faut le dire. Mieux vaut tard que jamais, cet adage aussi n'a pas place de faire l'objet d'usage ici. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo actuellement venait de recevoir les États qui sont membres de cette organisation, la francophonie, c'est-à-dire préalablement on devrait déjà bien se préparer. Puisque déjà, comme on dit dans les langages philosophiques, lorsque les prédicats sont mauvais ou encore les prémices sont mauvaises, la conclusion aussi sera mauvaise. Donc déjà, pendant que nous sommes en train de vivre les gestes, au même moment que M. Tshisekedi est en train de continuer à visiter les chantiers, c'est une façon de dire que rien de bon ne sortira de ces assises. Je ne suis pas pessimiste, mais je reste réaliste tout en faisant des analyses qui sont objectives, des analyses qui sont scientifiquement prouvables. Donc je ne pense pas que même les athlètes qui sont ici vont me contredire. Je crois que vous défendez les idées de Joseph Kabila, mais il faut dire quand même que Joseph Kabila n'a jamais fait ce genre de prouesse dans le monde culturel et artistique et sportif. Vous savez,
il y a un principe des droits administratifs qui dit un principe de continuité, de permanence et de continuité des services publics. C'est-à-dire, Joseph Kabila a régné pendant 18 ans, puisque c'est lui le père de l'alternance, puisque c'est lui les patrons même permettaient l'expression de la démocratie. Il nous a donné une constitution. Le patron de quoi? Les patrons de la démocratie. Ah bon? Parce que la démocratie, attention à plusieurs facettes. Pourquoi j'ai dit qu'il est patron de la démocratie? Il nous a donné une constitution, il nous a promis de respecter la dite pièce maîtresse qui est au sommet de toutes les lois dans la pyramide de Kelsen, et c'est ça qui a été fait. Et après lui, c'est un opposant qui va se retrouver au sommet de l'État. Puisque Joseph Kabila a fait cela, Tshisekedi, en vertu de la continuité, devrait aussi, comment dirais-je, mettre d'autres projets qu'il avait trouvés sur la table, et des projets qui font aussi partie de son programme d'action en application. Donc c'est pas une façon de, c'est pas quelque chose qui va. Les jeux de la francophonie n'étaient pas sur la table quand même de Joseph Kabila ni de Félix. Avec Joseph Kabila, le football en RDC avait pris, comment dirais-je, de l'importance, parce qu'avant son arrivée... Avec des stades que vous n'avez pas achevés, il faut dire, même dans la commune de Bandalou, il faut le dire. Nous avons connu les constructions des terrains municipaux avec Joseph Kabila. C'était également fait à la fin de votre mandat. Les stades des martyrs a réussi, comment on appelle ça, la gazon synthétique, ou encore la pelouse synthétique, c'était sous l'égide de qui? Du président Joseph Kabila. Avant son arrivée au pouvoir, on jouait avec la pelouse. Mais il faut dire qu'il n'y a pas match entre ce que Joseph Kabila a fait et ce que Félix a fait. Il faut dire qu'il n'y a pas match. Parce que le stade de martyrs aujourd'hui est dans les normes telles que réclamées par la FIFA. Il faut quand même le dire, même le stade Tata Raphaël, ce qui n'a pas été fait à votre époque. Durant le mandat de Kabila, je n'ai pas entendu les animateurs de la FIFA fermer les stades de martyrs pourquoi? Parce que ça ne répondait pas aux normes internationales. Mais sous les mandats de M. Félix Tshisekedi, vous et moi, on le sait très bien que récemment, les stades de martyrs étaient jugés non viables. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher des comparaisons. Mais maintenant, il faut dire quand même que nous sommes au top. Hein. C'est vraiment le standard international, il faut dire avec ça. Et puis, attention, s'il fallait dépendre seulement de la volonté de M. Félix Tshisekedi, mais les infrastructures sportives ne seront pas construites, puisqu'il s'agit d'une activité internationale, c'est-à-dire il y a eu aussi apport financier de cette organisation internationale qui est l'OIF, la raison pour laquelle nous vivons quand même la construction de certaines infrastructures. Mais pourquoi ne pas encourager les bonnes œuvres quand même de ce régime? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça veut dire? Je ne peux pas me mettre à faire une étude sur l'ensemble des actions de M. Félix Tshisekedi parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Mais s'il fallait m'inscrire à la logique de votre philosophie, je me permets de dire que M. Tshisekedi, actuellement un Congolais qui réfléchit bien ne peut pas se mettre à évaluer son action. Pourquoi? Parce que c'est comme un coquille vide. C'est comme un coquille vide. Déjà, l'intitulé de son programme, on ne le sait pas. On ne les connaît pas. On reste dans la francophonie. Les différents aspects, nous sommes toujours dans la francophonie. Parce que, en ce que je sache, puisque Félix Tshisekedi fait partie avec le Congo de cette organisation internationale de la francophonie, devrait préalablement déjà avoir une information sur la tenue de ces activités de la francophonie ici à Kinshasa. C'est-à-dire, ça devrait aussi être une partie annexe de son programme d'action. Mais puisqu'il n'a jamais de programme d'action, la raison pour laquelle il a été aussi surpris comme tout le monde, que ce jeu-là sera organisé en République démocratique du Congo. Surpris, alors que c'est lui-même qui a décidé que ça soit organisé ici. Après qu'il soit informé de l'autre côté par le père de l'OIF. Je sais de quoi je parle. On parle des athlètes congolais quand même, il faut le dire. Ils prennent part également à toutes ces compétitions. Est-ce que vous leur souhaitez bonne chance d'abord pour ça? Oui, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Je ne peux pas être, comment dirais-je, négativiste vis-à-vis de ce que ces derniers sont en train de faire. Mais c'est que je chercherai ou je souhaiterais qu'ils soient mis dans de très bonnes conditions. Du point de vue rémunération, du point de vue logement. Parce que je sais qu'avec les animateurs de ces régimes, on peut vous faire des promesses, mais par après, ces promesses ne seront jamais mises en application. Est-ce que ça ne sera pas un déclic pour cette jeunesse de se prendre en charge dans ce secteur de sport, par exemple, au regard du jeu et surtout par rapport aux infrastructures qu'on a pu mettre en place? Oui, vous avez posé une très belle question. La jeunesse peut se prendre en charge, surtout la jeunesse sportive, mais je suis en train de me poser plusieurs questions de savoir. La plupart des terrains que les jeunes avaient l'habitude de partir se détendre, de partir, comment dirais-je, mettre en application les différents talents qu'ils ont reçus de Dieu. Ces terrains n'existent quasiment plus. Vous et moi, nous connaissons la réalité d'un terrain qui se trouve en face des stades des Martyrs. Où est parti ces terrains? Lorsque vous venez chez moi à Massina, au marché de la Liberté, les terrains j'aime. Peu à peu, l'actuel gestionnaire de ces marchés est en train de vendre ces terrains. Donc les terrains n'existent quasiment plus. J'étais à la place Sainte-Thérèse, au terrain Sainte-Thérèse récemment ici, mais j'ai voulu pleurer. Pourquoi? Parce que ils ont préféré laisser cet espace aux commerçants qui mettent des terrasses. C'est une façon aussi de sacrifier la jeunesse sportive.
La raison pour laquelle je ne peux pas ici dire que Félix Tshisekedi est en train de chercher à pousser cette jeunesse sportive d'aller comment dirais-je, de gloire en gloire. Oui. Très bien, donc je réponds, c'est Kamavinga, comme on l'appelle, Mitron Ilunga, il est premier porte-parole de l'ASBEL Kabila Forever. On va prendre un autre élément qui parle du sommet Russie-Afrique, la RDC, il a également pris part, image de commentaire. C'est une opération séduction réussie pour le président de la Fédération de Russie. Au total, 16 chefs d'État, autant de chefs de gouvernement et des centaines de chefs d'entreprises africains ont fait le déplacement de la capitale culturelle russe pour participer au deuxième forum Russie-Afrique et à l'Expo russo-africain. C'est par une acclamation frénétique de plus de 3000 participants que le président Poutine a fait son entrée dans la salle de plénière pour son allocution d'ouverture. Pour sourire, Vladimir Poutine a d'entre deux jeux salué les nombreux participants qu'il a qualifiés d'amis. Dans une allocution d'une dizaine de minutes, le président russe a balayé toutes les accusations formulées contre lui sur l'approvisionnement en denrées alimentaires sur le continent noir et réaffirmé sa volonté d'entretenir un partenariat solide avec le continent africain dans plusieurs domaines. Nous sommes prêts à développer une coopération dans les domaines commerciaux, dans les domaines technologiques, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines des infrastructures, pour renforcer le bien-être de nos concitoyens et résoudre les problèmes les plus urgents, a dit en substance le président Poutine. Le président russe a dit reconnaître l'important potentiel de l'Afrique. Au sujet des sanctions économiques, notamment sur le commerce de céréales, le président russe a fustigé une situation paradoxale selon ses propres termes. Premier producteur de blé, loin devant l'Ukraine, a dit le président Poutine, la Russie va distribuer gratuitement 50 000 tonnes de blé en Afrique, principalement au Burkina Faso, au Mali, en RCA et en Érythrée. Avec un chiffre d'affaires de 18 milliards de dollars du commerce entre la Russie et l'Afrique, la Fédération de Russie se présente en partenaire privilégié du continent noir. Vladimir Poutine a rappelé l'intervention humanitaire de son pays en faveur de l'Afrique, particulièrement pendant la période de pandémie de Covid-19. De manière générale, le président russe s'est montré pragmatique à travers une offre de services qui répond à la demande africaine. Il a invité les athlètes africains à participer au Festival international des sports universitaires organisé en 2024. Porte-voix du continent, Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, a reconnu que la Russie est une puissance mondiale active en Afrique et un partenaire privilégié pour son continent. Il faut savoir que l'Afrique veut renforcer le partenariat public-privé avec la Russie et reconnu que ces pays peuvent aider le continent à diversifier son économie. Face aux sanctions imposées à la Russie, le président de l'Union africaine a plaidé pour un accord pour sauver l'Afrique et pour une place permanente du continent noir au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'Expo Forum, la Russie a exposé ce qui a fait d'elle une puissance incontestable. Du matériel de guerre au parc industriel agricole, la Russie a exposé tout ce qui intéressait l'Afrique dans différents domaines. Voilà, tout à l'heure là c'était la Russie et l'Afrique. Bon bah on se pose des questions par rapport à ces ralliements entre l'Afrique et à la Russie. N'est-ce pas là un affront face aux Occidentaux? Vous savez, il doit y avoir toujours des franches collaborations, des bonnes collaborations entre la Russie et les Africains. Lorsque je parle des Africains ici, je fais allusion à ceux-là qui ont vraiment les soucis de faire développer ces continents. Pas à ceux-là qui jouent au double jeu, parce que nous connaissons d'autres présidents de la République qui sont au même moment avec les Français, les Américains, pendant qu'ils sont en train de vouloir tendre aussi la main à la Russie. C'est ça que nous ne voulons pas. Je me rappellerai d'une célèbre citation de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la cachette est placée au Zaïre, actuellement le Congo. Si le Congo s'est développé, ce développement va s'étendre d'une manière générale, c'est-à-dire ça va toucher les restes des pays africains. Je vais prendre le cas du barrage hydroélectrique Inga. Oui. Ce barrage a 11 turbines. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que je suis dans les vrais. Mais le nombre de turbines qui fonctionnent ne sont qu'à 5. Or, déjà avec 5 turbines, nous avons la possibilité de donner en location du courant électrique dans certains États qui nous entourent. Et si on arrivait maintenant à réparer toutes ces turbines-là, vous remarquerez que l'Afrique aussi dans son entièreté sera éclairée. La raison pour laquelle Frantz Fanon avait raison de dire que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre. Alors,
La Russie, c'était un État, allais-je dire, des révolutionnaires. La vraie révolution commence d'abord par la pensée. La vraie révolution doit être une révolution mentale. Maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que les Congolais que nous sommes, nous avons vraiment besoin de vivre ces révolutions, cette révolution mentale? Parce que nous avons des animateurs... Est-ce question de besoin ou question d'être prêt pour la révolution? Avant d'être prêt, il faut d'abord que les besoins se font sentir. Lorsque les besoins ne sont pas à l'ordre du jour, vous ne pouvez pas réfléchir sur comment passer à la mise en application de ce que vous avez besoin. Il doit y avoir d'abord les besoins en premier lieu, comment dirais-je, premièrement, et puis deuxièmement, l'idée maintenant de passer à une mise en application. Mais malheureusement pour nous les Congolais, pendant que le peuple a besoin de voir par exemple l'interventionnisme militaire russe sur le territoire national congolais afin de faire face ou de lutter contre la recrudescence de l'insécurité qui se prévaut du jour au lendemain à la partie est du pays, ayant pour géniteur les Rwandais via M23. Mais ici, on ne fait que nous donner des discours. On ne fait que nous donner des discours. Récemment, j'ai vu M. Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre de la Défense, mettre ses pieds en Russie. On croyait que son retour serait accompagné par les forces militaires russes, mais c'était le contraire. Actuellement, je vois encore un sommet Russie-Afrique. On a parlé des pays qui sera approvisionné par la Russie, comme de certains denrées alimentaires, mais je n'ai pas vu les noms de la RDC être cités là-bas. Finalement, ce rapprochement entre la Russie et l'Afrique ou le Congo, est-ce un sursaut d'orgueil ou un risque que nous prenons au regard de l'histoire? Parce qu'on sait que Lumumba Sila a été assassiné, c'est par rapport à ce rapprochement avec l'URSS. Est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes en train aujourd'hui peut-être de se retrouver au milieu d'un chemin? Il faut choisir le cap. À mon sens, les rapprochements RDC-Russie, ça sera un ouf de soulagement pour le peuple congolais. Ça ne sera pas un danger. Si effectivement nous sommes un État souverain, on ne peut qu'accepter de collaborer avec la Russie parce que nous avons collaboré pendant peut-être plus de 10 ans avec la France. Qu'est-ce que nous avons bénéficié de cette collaboration? Nous avons collaboré avec les États-Unis d'Amérique, mais malheureusement, ils nous ont, comment dirais-je, ôté la vie d'un ancien président de la République démocratique du Congo, qui est le président Laurent Désiré Kabila. Ce sont les mêmes Américains qui ont tué Lumumba. Maintenant, pourquoi continuer des collaborations avec de tels États alors qu'il y a d'autres qui ont besoin de nous soutenir sur tous les aspects afin que nous devenons vraiment développés sur tous les plans. Ce qui n'était pas votre cas avec Joseph Kabila qui voulait qu'on vive en autarcie. Il a presque gâché toute la relation par rapport à aux collaborations bilatérales. Si Joseph Kabila, avec quelques de ses acolytes, était victime des sanctions de la communauté européenne, c'est parce qu'on avait déjà un rapprochement avec la Russie. S'il avait un président de la République ici en Afrique qui collaborait très bien avec la Russie, c'était le président Joseph Kabila. La raison pour laquelle les Américains avaient eu peur. Avec quelle retombée à l'époque, s'il y avait coopération entre les deux pays? Mais c'est avec la Russie. Je crois que nous avons quand même fait un effort de mettre fin à la guerre de l'M23 que nous avions connue en 2013. C'était grâce à la Russie? Mais c'est parce qu'on avait des collaborations franches avec la Russie. Je n'affirme pas, mais je sais que Joseph Kabila avait de très bonnes collaborations avec la Russie. La raison pour laquelle nous avons montré de quoi est-ce que nous étions capables. Et enfin, nous avons mis un terme à la guerre contre les M23. Mais ceux qui vous mentent d'aller chercher la coopération avec la Russie, ils n'arrivent pas à mettre fin à la guerre avec les M23 qui continuent à nous tuer du jour au lendemain. On va prendre la conférence de presse sur le bilan de Gentini Ngobila. C'était finalement César qui l'ont animé. Image de commentaire. Les communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle ont organisé une conférence de presse sur le bilan du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Dans cette conférence, ils ont projeté quelques éléments de l'actif du gouverneur en ce qui concerne son mandat pendant les 4 ans à la tête de la ville-province de Kinshasa. Entre autres, la réhabilitation de la route Elengesa, l'avenue Bongolo, Oshwe, Matongé et aussi la mise en place de l'éclairage public à travers plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Prenons la parole, Maître Gauthier Issampoukaniki avait déclaré positif le bilan de Gentini Ngobila à la tête de la ville pendant ces 4 ans. Un sentiment exceptionnel parce que nous avons aujourd'hui présenté officiellement aux Kinoises et aux Kinoises le bilan de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, bien sûr sous l'impulsion du président de la République, Fatou Beton. Et nous avons présenté par vidéoconférence pour que les réalisations parlent en elles-mêmes. Parce que le Quinois ont vu comment Gentini Ngobila Mbaka est arrivé au pouvoir, aujourd'hui 4 ans, ce qu'il a pu réaliser
au sommet de la ville-province de Kinshasa, aucun, et j'ai dit aucun gouverneur de la ville de Kinshasa n'aille à réaliser ainsi. Et en 4 ans, ce qu'il a réalisé, nous mettons tout le monde au défi, aucun gouverneur ne peut les réaliser. Il y a un bilan très très positif. Il y a le grand marché Zandou qui sera inauguré le 23 novembre et je pense que toutes les mamans qui vendaient à ce grand marché seront servies parce que Zandou aujourd'hui, plus de 70 000 places assises pour le vendeur. Je pense que ce sont des choses pour nous mettre dans l'actif de Chantier Ngobila Mbaka aujourd'hui. Signalant que cette conférence est l'initiative de quelques Kinois qui ont contacté cette structure pour évaluer les bilans du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Voilà, les bilans de Jantini Ngobila est quand même intéressant, c'est-à-dire par rapport à l'élément qu'on vient de nous montrer. Alors, à votre niveau, au sein de Kabila Forever, comment vous trouvez le bilan de Jantini Ngobila? Monsieur Sylvain, j'ai l'impression comme si actuellement en RDC, nous avons des pseudo-intellectuels en vaguerie normative et en efficience épistémique. Oh, ça c'est terrible comme expression. D'autres intellectuels se comportent comme des intellectuels en situation de sous-développement intello-idéologique. Pourquoi j'ai dit ça? Vous venez de suivre mon ami Gauthier, les porte-parole, les communicateurs de Jantini Ngobila. Donc, il vous dit que non, il remercie les chefs de l'État. Oubliant que c'est un avocat, c'est un praticien des droits, mais j'ai vite compris qu'il n'a pas peut-être bien appréhendé certaines notions des droits administratifs. Nous avons Jantini Ngobila qui est le patron de l'exécutif provincial. Parmi les entités territoriales décentralisées, nous avons aussi la ville-province de Kinshasa qui est une entité territoriale décentralisée, ayant pour acteur opératoire les gouverneurs. C'est-à-dire que les gouverneurs, étant que patron, étant que président de la ville-province de Kinshasa, permettez l'expression, doit avoir aussi un programme d'action. Maintenant, je dois d'abord me poser une question de savoir, c'est quoi l'intitulé du programme? Parce qu'avant de parler du bilan, on devrait d'abord connaître l'intitulé du programme d'action de M. Jantini Ngobila. Puisqu'il n'a jamais eu de programme d'action, la raison pour laquelle vous venez de voir son communicateur, commencez d'abord par remercier M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, sous la vision de M. parler de la vision quand même matérialisée, la vision du chef de l'État matérialisée par Jantini Ngobila comme gouverneur. Ils se sont réunis pour présenter aux Kinois les bilans de M. Jantini Ngobila étant que gouverneur. Maintenant, qu'est-ce que le nom de Tshilombo est venu chercher dans ça? C'est une façon de dire qu'ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme d'action. Mais toutes ces réalisations finalement de Jantini Ngobila, pourquoi vous le sabotez? Par exemple, les routes, il faut le dire quand même. Quelle est le grand marché. Attention, il ne faut pas, il faut faire la distinguabilité entre badigeonner une maison et construire une maison. La maison, par exemple, existait déjà. Vous venez de badigeonner, vous appelez ça construire. Non, la route peut-être. Là, vous parlez du marché, je veux dire. La route peut-être existait déjà, mais vous venez, vous ajoutez, par exemple. Comment dirais-je, vous mettez par exemple les séparateurs, c'est pas ça la construction. Vous allez parler de la construction du marché Zando. Mais déjà, les Nozando, on les connaissait depuis qu'on était petits. Soit il fallait partir construire carrément un autre marché. C'est alors qu'on allait se mettre à évaluer maintenant les bilans de M. Jantini Ngobila. Donc c'est mal fait de reconstruire Zandou, parce qu'il faut dire reconstruire finalement Zandou. Pensez que c'est mauvais? De la reconstruction. Mais bien sûr, ça a été reconstruit. Après, vous parlez encore de ça a été reconstruit, je crois. Hein. Reconstruire. Oui. En tout cas, j'ai du mal à me mettre à faire une analyse sur les vocables reconstruction ou reconstruire les marchés Zando. Pourquoi? Parce que je sais que ces marchés existaient déjà. Mais malheureusement, M. Jantini, puisqu'il est teinté de la mauvaise foi avec M. Félix Tshisekedi, ils ont privé à nos mamans l'accessibilité dans cet espace Zando. Alors que nous savons très bien qu'actuellement Tshisekedi n'est pas capable de donner aux Congolais l'emploi. Mais nos mamans là partaient dans faire du débrouillardisme régulièrement pour pouvoir nourrir les familles. Mais tu sais qu'il puisque avec M. Jantini Ngobila qui après avoir détruit la cité de Yumbi est venu à Kinshasa pour faire la même opération, avait jugé bon de fermer Zando. Donc il ne s'agit pas de la construction ici parce que Zando existait déjà. Donc pour vous le bilan de Ngobila est négatif. Mais avant d'évaluer le bilan de M. Ngobila, il faut d'abord commencer par chercher l'intitulé de son programme d'action. Tu as déjà été à Limité, toi? Limité quand tu es dans la commune de Limité, sur le boulevard Lumumba. Qu'est-ce que je veux avec tout ce qu'il y a eu comme innovation là-bas, tu n'as pas vu? Vous parlez de l'innovation, quelle innovation? Parce que je sais que c'est sous l'égide du président Joseph Kabila que nous avons reconstruit ces boulevards de Limité. Ah non, lui il avait mis en place des échelles à traverser. Il n'avait pas... qui ont commencé à construire les séparateurs en premier?
qui ont commencé à construire les séparateurs. Pour vous, là, c'était un bilan, mais pas pour Gentini Ngobila, qui a amélioré les conditions. On avait un bilan qui avait un intitulé. Pour vous, les bilans, c'est ça, l'échelle que vous avez placée à vos boulevards? On avait d'abord un programme d'action, s'il faut préciser, qu'il y avait de l'intitulé. La révolution de la modernité en marche, les 5 chantiers. Et Kinbo Peto, ça vous dit rien? Kinbo Peto, où est parti Kinbo Peto? Si aujourd'hui il y a un bras de fer entre le président de l'Assemblée en provincial qui venait d'être réhabilité par la cour d'appel et M. Gentini Ngobila, si à cause du fonds qui était alloué pour cette opération Kinbo Peto, où est parti l'argent de Kinbo Peto? Je ne sais pas. Maintenant, pourquoi voulez-vous que nous parlons de Kinbo Peto? Alors, on va prendre, puisque tu as parlé de Godin Mpoy, on va prendre finalement la réaction des députés provinciaux par rapport à la réhabilitation de Godin Mpoy comme président de cette assemblée provinciale. Le principe de redevabilité nous oblige de vous rendre compte sur le feuilleton que nous livre l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godefroid Mpoy Kadima. Pour une énième fois, le huissier de justice vient de le notifier, car refusant de réceptionner un courrier réagissant à sa propre lettre du 26 juillet 2023, adressée au vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En effet, l'intéressé, explosant dans l'euphorie de réjouissance d'une certaine décision judiciaire qui l'aurait réhabilité, s'est précipité à écrire au vice-président assumant l'intérim à vouloir mettre fin à son intérim qui le gère désormais dans ses élucubrations. Et face à sa témérité devenue agaçante, les députés provinciaux de Kinshasa prennent ce jour la résolution de mettre en place une commission de contrôle de sa gestion et mettre un terme à cet amusement qui n'a que trop duré. D'ores et déjà, les députés provinciaux indiquent l'existence de plusieurs preuves des cas de doléances et d'actions judiciaires initiées à son encontre, ce qui permettrait ainsi de le rencontrer sur le chemin qu'il a lui-même choisi. Au demeurant, les députés provinciaux de Kinshasa affirment et réaffirment en face de l'opinion que l'honorable Godin Mpoy Kadima n'est plus président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et ne le reviendrait plus jamais. Voilà, tout à l'heure, là, c'était Mbozi, député provincial pour le compte du MNC, qui finalement fustige le comportement de Godin Mpoy qui a été rétabli. Mais il faut dire que l'Assemblée provinciale récuse finalement cette réhabilitation par la Cour. Comment comprenons-nous finalement, ou comment devez-vous comprendre, vous qui analysez ces spectacles qui deviennent de plus en plus, je ne sais pas, utiliser un terme fort, mais qui frise quand même le ridicule. Alors, merci pour la question. Je vais d'abord rappeler aux Congolais que ce que nous venons de vivre avec, comment dirais-je, la pétition qui a été initiée contre M. Godin Mpoy, le président de l'Assemblée provinciale. Il est président jusqu'à présent, c'est lui le président, parce que là, je vais parler tout en gardant ma casquette de juriste. Ce sont des pratiques démocratiques. Ce sont des pratiques démocratiques. Et puis les faits aussi pour lui, après avoir été déçu par les députés provinciaux d'aller saisir la justice, ça fait toujours partie des normes procédurales. Donc ça revient. Donc, il n'a pas tort de le faire. Il n'a pas tort. Ah, bien sûr. Tort. Ça fait partie des normes procédurales, il n'a pas tort. Parce qu'on suppose qu'il a été contre l'action des députés provinciaux au niveau interne, la raison pour laquelle la loi lui donne la possibilité d'aller saisir la justice. Mais la grande question que je suis en train de me poser, je venais de suivre mon aîné Mbonzi Wambonzi en train de tenir cette déclaration, mais derrière lui, j'ai vu certaines figures, certains visages qui, en principe, doivent aussi passer au devant de la barre par devers les juges pour pouvoir se justifier. Je vois par exemple l'homme de Massina, comment il s'appelle, l'ancien ministre provincial des Finances, M. Jean Goïvouzi. Il a été reproché des détournements. Maintenant, je me pose la question de savoir où est partie cette affaire des détournements. C'est une des raisons qui a fait qu'il puisse, malin qu'il était, comment se retirer
de sa casquette de ministre tout en déposant une lettre de démission parce qu'il savait qu'il avait des affaires. Lorsqu'il a entendu parler d'une enquête de l'inspection générale des finances, c'est alors qu'il va se retirer de sa casquette de qui? Des ministres pour pouvoir chercher la bénédiction de son patron Gentini Ngobila. Maintenant, jusqu'à quand la médiocrité, permettez l'expression, jusqu'à quand la corruption va toujours être au sommet de nos institutions? C'est pour cela que je pense directement au renouvellement de la classe politique. Parce qu'avec de tels acteurs politiques, c'est difficile de vivre le bonheur, c'est difficile de donner aux Congolais ce qu'ils ont besoin, c'est difficile de répondre aux désidérata. Je me pose la question de savoir depuis quand un ministre, partout où il va passer, il se fait appeler grand prêtre. Or, lorsqu'on devient ministre, ce ne sont pas des avantages que vous avez, mais c'est plutôt une charge. L'exemple des gens qui devraient faire l'objet d'une poursuite judiciaire, je les vois en train de tenir des propos conjointement avec ses coéquipiers députés provinciaux contre M. Godin Pouy. Si Godin Pouy a été traité, comment dirais-je, d'un incompétent, alors qu'en est-il de la situation de lui-même, Jean Ngoï, qui au lieu de servir les peuples congolais était au service de M. Gentini Ngobila. Et puis ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale, ça prouve déjà à suffisance que nous n'avons pas un exécutif provincial sérieux. Oui, parce que bon, il y a eu quand même un député provincial important, Mike Mokebai, qui avait tout le temps décrié le tard de cette Assemblée, mais il n'a pas été écouté par les députés provinciaux. Mais, chose curieuse aujourd'hui, c'est tout le monde qui est contre Godin Pouy. Vous savez, il y a un adage qui dit l'État n'est pas du savon, mais il blanchit. Lorsque l'honorable Mike Mokebai, que je salue en passant, qui me suit depuis la prison centrale de Makala, qui a été méchamment incarcéré par le régime de M. Tshisekedi, disait aux députés provinciaux que nous devons faire attention contre les pouvoirs de M. Gentini et les pouvoirs de M. Godin Pouy. Puisque nous sommes dans un carcan d'un cadre législatif provincial et il y a certains députés, quelques députés provinciaux, excusez-moi pour les termes, corrompus. La raison pour laquelle les dires ou encore le plaidoyer de Mike Mokebai n'a pas été pris en considération. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde maintenant qui donne raison à ces derniers. Donc, moi je pense qu'à ce niveau, tout Congolais doit maintenant prendre cette affaire au sérieux. La raison pour laquelle, au sortir de cette émission, je vais aller initier une pétition contre M. Gentini Ngobila et contre tous les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Parce que ça, c'est du théâtre. On ne peut pas théâtraliser la vie politique. Est-ce que vous avez, bon, dans le cadre de la vision de la RDC, est-ce qu'on peut continuer à faire confiance à cette institution, Assemblée provinciale, par exemple? Mais je venais de vous faire. Vous avez 30 secondes pour ça. Je venais de vous faire une démonstration qu'on ne peut pas continuer à faire confiance à cette assemblée provinciale. Pourquoi? Parce que nous avons des députés qui sont l'émanation de la corruption. Est-ce qu'on doit garder cette institution toujours, selon vous? Je pense que dans une entité territoriale décentralisée, qui est la ville-province de Kinshasa, une assemblée provinciale doit exister parce que c'est ça l'organe délibérant. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Parce qu'il est budgétivore également. Les rôles de cette assemblée provinciale, c'est de légiférer les lois. Les lois provinciales sont appelées des édits. Nous avons par exemple la loi sur les garanties ou la garantie locative. C'est l'œuvre de l'Assemblée provinciale. Très bien. Du point de vue exécution, le contenu de cette loi n'a jamais été pris en considération. On parle de la marche d'endurance de la garde républicaine. Exercice de routine pour le militaire de la garde républicaine, la marche d'endurance organisée ce samedi s'est transformée à une parade de démonstration de force pour les fantassins et autres unités combattantes de la garde républicaine. Sous les ovations du public visiblement émerveillé par les conditions physiques, les militaires de la garde républicaine ont traversé la ville à pied avec leurs équipements de guerre en bandoulière. Loin d'un simple exercice de santé, cette marche a aussi permis à la population de constater la montée en puissance de leur armée, le FARDC. Armes sophistiquées, engins de transport de troupes, dernier cri, tenue impeccable et soldats bien entraînés, la garde républicaine a démontré qu'elle est une division d'élite prête à sécuriser les chefs de l'État, les institutions et la population. En tête du peloton, le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Ephraim, a galvanisé ses troupes au cours de la parade organisée au Kanchachi, quartier général de la garde républicaine, à l'issue de cette marche. C'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du maintien de cette condition physique. Et connaissant que la garde républicaine c'est une unité spéciale, ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité et finalement nous nous sommes décidés de le faire non seulement pour
évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Le même exercice s'est déroulé simultanément à Lubumbashi et Kalemi. Il faut signaler que 2 sites ont été retenus pour le départ de cette marche, le rond-point Ngaba et l'échangeur délimité. Des régimes blindés partis du rond-point Ngaba ont traversé le mont Afula et Lupen jusqu'à leur point de chute, le camp Tchachi, tandis que la colonne délimitée s'est déployée sous les boulevards Lumumba et du 30 juin avant de rallier le camp Tchachi. Voilà, très bien, c'était donc un spectacle intéressant qui a été applaudi par beaucoup de Kinois, la garde républicaine dans les rues de Kinshasa. Comment vous avez finalement apprécié cette randonnée? Il y a un adage qui dit qu'on ne sent jamais la victoire avant la guerre. Je suis en train de me poser beaucoup de questions de savoir si effectivement nous avons besoin de déclarer une guerre contre les Rwandais qui a l'habitude de nous agresser régulièrement à travers les M23. Ce n'est pas de cette manière que nous devons faire les choses. Parce que avant de déclarer une guerre, des tactiques se font sous les décis des cartes, dans les silences. Mais déjà, lorsque vous mettez sur les différents acteurs de vos différentes provinces, les militaires en train de faire certains défilés, je ne sais pas marche, je ne sais pas comment qualifier, comment appeler cela, c'est aussi une façon d'interpeller déjà, de dévoiler vos stratégies à l'adversaire qui sera là en train de vous suivre. C'est une démonstration des forces quand même, il faut le faire. Démonstration des forces, ça ne se fait pas de cette manière. Je crois que je vais chercher, j'oublie d'intituler un ouvrage de l'ancien président français, le général Charles de Gaulle sur la guerre. Et prochainement, je vais vous donner les contenus de cet ouvrage. Vous comprendrez que ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de l'amateurisme. Merci beaucoup. Si effectivement, on avait besoin de déclarer la guerre contre les Rwandais, mais la volonté politique serait à l'ordre du jour. Aujourd'hui, plus de 10 localités du territoire national congolais sont sous l'occupation de l'M23. Même les monnaies qui font l'objet des charges de l'autre côté, c'est soit la monnaie ougandaise, soit la monnaie rwandaise. Maintenant, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi attend exactement pour pouvoir déclarer la guerre afin de récupérer ces territoires? Mais nous sommes déjà en guerre quand même, Mitron, il faut le dire. On est en guerre contre les M23 et contre le Rwanda. Contre les M23. Il y a la différence entre l'occupation et la guerre. La guerre est d'ordre constitutionnel, donc c'est le président de la République. Donc vous attendez qu'il déclare la guerre pour que vous disiez qu'on est en guerre? Il n'a jamais déclaré officiellement la guerre parce que les modalités pour déclarer la guerre sont d'ordre constitutionnel. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec le meeting de l'ECD. Ici, c'est Clément Mounza qui va réagir par rapport... voilà, Clément Mounza qui va réagir par rapport sur la image de commentaire. Les avis des analystes politiques congolais sont divergents au sujet du meeting que compte organiser le président de l'ECD, Martin Fayoulou, le samedi 29 juillet 2023 au terrain Bouddha situé dans la commune d'Njili, quartier 1. Pour les opposants politiques, le 9e jeu de la francophonie tenu à Kinshasa constitue une occasion propice pour faire passer leur message. Le meeting est confirmé et maintenu. La population qui va se diriger vers le stade Bouddha. Les Jeux de la francophonie, c'est en fait un événement qui engage la République démocratique du Congo. Nous, en tant que Congolais, nous sommes là-dedans. Mais vous avez constaté qu'il y a déjà des problèmes. Et les jeunes vont dire que presque 10 jours. Et après, ça va être des problèmes parce que nous avons accueilli pratiquement nos invités dans une poubelle. La ville de Kinshasa est très sale. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut recevoir un invité ou des invités. Ces arguments sont récusés en bloc par les membres de l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que nous avons une manifestation de grande envergure ici au Congo qui sera organisée par notre pays. Il y aura des invités venus de par le monde, ils sont là, ils sont venus pour ça. Alors, mélanger la francophonie et puis les meetings des opposants, c'est ce que je considère comme cacophonie. Moi, je pense que le moment est mal donné. Il fallait qu'ils attendent que la manifestation de la francophonie se termine. Après, ils pourront revenir avec leurs histoires. Martin Fayoulou aussi, ces gens, ou soit les gens qui l'entourent, sont sérieux, il fallait qu'ils fassent des manifestations pour la vérité des enquêtes de la mort tragique de notre frère Chérébé Okende. Bon voilà, c'était là donc la marche de la Mouka. On avait quand même donné l'autorisation, malheureusement, ils ont été dispersés. Donc cette marche n'a pas pu, ou ce meeting n'a pas pu avoir lieu.
Mais vous savez, je viens de suivre les réactions venant de part et d'autre. J'ai suivi mon vieux Clément Moussa, j'ai suivi également mon ami Blaise Panzou. Je me pose d'abord la question de savoir, nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, tout doit être l'émanation des tests, tout doit être l'émanation de la loi. Je pose maintenant la question à ceux de l'Union sacrée, qui ont très mal agi contre M. Martin Fayulu pour avoir eu l'idée d'organiser un meeting sous prétexte que non, nous venons de recevoir les invités dans notre pays à l'occasion de la francophonie, du G de la francophonie, qu'ils me brandissent un test de loi qui interdit à un citoyen lambda ou soit à une autorité politico-administrative de ne pas tenir une activité parce que le pays a reçu les invités. Vous remarquerez que ce test de loi-là n'existera jamais. Donc, par commodité quand même, il faut le dire, pour ne pas quand même afficher mal l'image de notre pays. Afficher mal comment, mais oui, ceux de l'extérieur savent très bien que nous sommes pendant que vous êtes en fête et vous venez faire le double fête. Même les athlètes qui sont venus prendre part au G de la francophonie savent que le Congo est ingouverné. Donc nous souffrons de l'ingouvernementabilité, permettez l'expression. Donc très bien. Martin Fayulu avait le droit de tenir un meeting au terrain Bouddha comme tous les Congolais. Et puis M. Gentini Ngobila avec son hôtel de ville n'avait pas droit de refuser à M. Martin Fayulu l'opportunité de tenir ce meeting. Très parce bien. qu'aucun test de loi ne lui interdit aussi cela. Merci beaucoup. Alors, et avant de finir, aucun autre test de loi aussi ne donne possibilité à Gentini Ngobila d'interdire à Martin Fayulu de tenir un meeting dans un terrain de la place. Très bien, alors, avant de finir, je vais lire une dépêche qui vient de nous parvenir pour dire que il n'y aura pas de sit-in, pas de manifestation demain, 31 juillet, devant le cabinet du Premier ministre Sama Lukonde, le président d'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiangi Katangila, qui, au nom de l'INAP, a donné 6 jours au Premier ministre d'instruire le VPM de la fonction publique, le ministre du Budget et celui des Finances, de pouvoir convoquer une commission parfaite, gouvernement, banque syndicale, en vue de trouver la solution aux diverses revendications de fonctionnaires de l'État. Alain Oka va y revenir avec force de détail dans notre édition de demain. Alors je clôture avec vous, Mitron Ilunga, Kamavinga comme on t'appelle. Vous avez un mot de clôture. Bien, merci beaucoup. Nous avons un mot de clôture à l'occasion de la défense du kabylisme authentique. Nous demandons à tous les Congolais de bien vouloir venir adhérer à l'Asbel Kabila Forever parce que notre objectif ici, c'est de voir les retours de Joseph Kabila au sommet de l'État. Parce qu'après avoir laissé l'État... C'est qui est impossible. Ce n'est pas impossible. Constitutionnellement et sociologiquement, nous avons... Il a fait ses 2 mandats, c'est fini. Il est sénateur à vie. La Constitution ne lui interdit pas de retourner aux affaires. Là, je reste chercher en avoir encore Kabila à la tête de la RDC. Mais si les Congolais pensaient que Kabila était un démon... Vous avez fait un sondage par rapport à cela? Je préfère me référer à l'adage biblique d'après lequel vaut mieux vivre avec un démon qu'on connaît que de vivre avec un ange qu'on ne connaît pas. S'il vous plaît, je n'ai pas cité les noms de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin que je fasse l'objet d'une quelconque interpellation devant les services. Mais j'ai juste analysé ce qu'on nous a toujours présenté dans les langages bibliques. Très bien. Alors c'était donc Mitran Ilunga, comme je l'ai dit, il est premier porte-parole adjoint de l'Asbel Kabila Forever que gère monsieur Junior Mpechi. C'est avec lui qu'on a discuté de l'actualité qu'il y a eu en RDC, particulièrement à Kinshasa. Merci à vous également d'être venu. Merci beaucoup, M. Sylvain Malanda. C'est à moi de vous remercier pour la considération. Merci beaucoup également à Couparbola ainsi qu'à Rodi Lewadio et à Soule Moyo pour la réalisation de ce magazine du dimanche. On aura également une autre occasion le dimanche prochain si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien bonne sur les programmes sur Canal Kin.